journée de communication et d'information sur l'épilepsie est faite sous l'égide d'Épilepsie France, de nos services évidemment à l'assistance publique et du FHU Epinext. Et je voudrais particulièrement remercier Irène Lunovski, je ne sais pas où elle est passée, elle est là, qui nous a beaucoup aidé pour l'organisation, hein, vous le savez, vous l'avez vu, de cette demi-journée. Je voudrais aussi remercier François et Béatrice d'Épilepsie France, Cécile Tréhin évidemment, qui je crois maintenant est dans Épilepsie France et plus dans la FFE. Alors, vous savez aussi qu'il y a des actions qui sont menées actuellement pour essayer d'améliorer la prise en charge des épilepsies en France. Il y a pas mal de travail à faire. Je vous parlerai un petit peu après de ce qu'on appelle peut-être à tort aujourd'hui le plan épilepsie, parce que pour l'instant on en est quand même assez loin, mais en tout cas des actions pour essayer de structurer la filière de soins en France autour de l'épilepsie. Je vous parlerai de ça après, une brève introduction que je vais vous faire sur Épilepsie France, François Latour. Alors, dans le programme, par rapport à l'année dernière, il est un peu moins chargé, ce qui, je l'espère, va permettre des échanges un peu plus libres à la fin, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations plus spécifiques. Merci beaucoup. Donc moi aussi je remercie tout d'abord le professeur Bartholomei et son équipe de nous accueillir ici pour cette matinée d'information et d'échange. Je remercie spécialement la Fondation Epinext et tout particulièrement Irène, effectivement, qui a fait un très gros travail d'organisation. Et puis bien sûr Béatrice Pexao, qui dirige la délégation des Bouches-du-Rhône pour l'Épilepsie France, et Cécile Tréhin, qui ont collaboré pour une grande part à la diffusion de l'information pour cette réunion, et je les remercie chaleureusement. Comme vous le voyez sur cette image, l'association Épilepsie France développe depuis quelques mois une nouvelle dynamique. Cette affiche était celle des journées rencontres nationales du mois de novembre dernier en Bretagne, et elle vous montre cette volonté de placer au premier plan la vie d'abord. C'est-à-dire que nous voudrions, épileptiques et parents ou proches de patients, que la vie, aussi normale que possible, aussi réussie que possible, passe devant la maladie. Cet espoir est évidemment partagé avec nos médecins, dont l'objectif est d'empêcher ou limiter les crises. Vous avez peut-être remarqué sur l'affiche Epinext, zéro SIJA, ce qui veut dire zéro crise. C'est effectivement un objectif ou tout au moins une tentative. Cette affiche est aussi la première page de la revue de l'association, dont la nouvelle formule, le nouveau format va paraître à la fin de ce mois-ci. Quels sont les objectifs et les missions de notre association ? Premièrement, influencer la politique, la pratique et l'opinion publique afin d'améliorer la vie des personnes touchées par l'épilepsie et leur entourage. Améliorer et changer l'opinion publique, c'est essentiellement un très gros travail d'information. Deuxièmement, déployer des services mesurables et de haute qualité pour les patients et leur entourage. Alors, on s'est défini un certain nombre de services concrets cette année, vous allez en entendre parler par la suite. Et troisièmement, confirmer Épilepsie France, la vie d'abord, comme l'organisation de référence pour représenter les intérêts des patients et de leurs familles. Donc pour tout cela, un certain nombre d'actions prioritaires ont été définies cette année. Participer à l'organisation d'un plan national épilepsie, je vais y revenir tout de suite. Deuxièmement, développement d'un programme à destination du grand public de sensibilisation à l'épilepsie et à l'attitude à avoir en cas de crise. Alors ça passe de l'information locale, par exemple, nous faisons déjà à la demande des informations dans des écoles, dans des organismes de prise en charge de personnes ou de parents. On fait volontiers des informations comme celle-là, et je pense que c'est très très important. Troisièmement, développement du projet de permanence téléphonique. Vous savez qu'actuellement, l'association Épilepsie France répond sur demande à des coups de téléphone. C'est sectorisé par département, c'est-à-dire que les gens du Var m'appellent de temps en temps en disant « Tiens, voilà, j'ai tel problème, comment je fais ?» On va essayer d'avoir une plateforme téléphonique nationale avec une organisation et une permanence 24 heures sur 24. Le plan national, quant à lui, fait l'objet d'une pétition qui a déjà reçu à ce jour à peu près 6700 signatures, 6800 signatures hier. Il est important à défendre. Nous sommes confrontés, vous le savez bien, à l'insuffisance de la prise en charge de cette maladie. Délai d'attente, difficulté à contacter des spécialistes, accès restreint à l'encéphalogramme, manque de place dans des structures adaptées.
Actuellement, développer des filières de soins, c'est le travail des médecins, est un aspect vraiment essentiel de ce plan. Les associations vont avoir un autre volet à développer, qui est celui de la prise en charge, à côté des filières de soins, de l'information, de la scolarité pour des cas difficiles, de la prise en charge professionnelle, de tout cet aspect de la prise en charge de l'épilepsie qui dépasse largement le cadre strictement médical. Et donc ce sont ces deux volets qu'il va falloir arriver à faire marcher ensemble. Est-ce que le train arrive à la bonne gare et au bon moment? On espère à la fin de l'année pouvoir avoir une pétition pour ce plan épilepsie qui soit crédible, qui ait suffisamment de signatures, suffisamment de poids, et puis surtout qui soit complète avec un projet cohérent. Tout le monde y travaille, les médecins de leur côté et les associations de l'autre. Ce serait important qu'il y ait de plus en plus, et ceux qui n'ont pas signé, faites-le, qu'il y ait de plus en plus et le plus possible de signatures sur ce projet de plan épilepsie. Je vous remercie. Donc, je suis Béatrice Peixao, c'est France 13. Les activités que nous développons actuellement, c'est les groupes de discussion une fois par mois dans un café près de la gare Saint-Charles à Marseille, et on va démarrer tous les 15 du mois à peu près à Aix. Donc ce sera Rudy qui animera donc on est tous des parents et des malades dans cette association. Donc il y aura un moment des groupes de discussion à Aix et un autre à Marseille. Et on est en train de lancer, en partenariat avec l'association Soliane, qui est derrière aussi, un groupe de parole. C'est un groupe fermé dans lequel les parents et les patients se retrouvent et discutent sur la réalité de leur maladie, en toute intimité, en toute confiance et pour s'entraider. Voilà, vous êtes tous les bienvenus si vous avez envie de venir. Bien, je vais commencer donc ce bref exposé que je voulais faire pour vous présenter un petit peu les actions qui sont menées actuellement avec un groupe de travail auprès d'ACNAM, auprès du ministère de la Santé, en partenariat avec les associations de malades, notamment également avec la FFRE. Alors l'idée, c'est d'améliorer la filière de soins pour les patients avec une épilepsie. Alors une filière de soins, vous voyez que c'est la description en économie de la santé, en santé publique, des trajectoires qu'ont un patient dans la prise en charge de sa maladie. Alors ça peut être des approches qu'on définit a priori, je vais pas détailler. Pour l'épilepsie, on a une structuration théorique des soins qui partent de l'offre de soins, des lieux de passage, des sites où sont donnés les soins, des différents acteurs, et vous voyez qu'il y a potentiellement des acteurs à la fois du côté médical, du côté médico-social, du côté chirurgical, parfois psychologique, etc. Donc une prise en charge assez complexe, des populations également très hétérogènes. Évidemment, l'épilepsie en soi n'existe pas, donc il faut, l'épilepsie en tant que maladie unique n'existe pas. Il y a beaucoup de situations différentes, ce qui rend assez complexe, évidemment, la prise en charge de ces maladies par rapport à des pathologies plus homogènes dans les populations ciblées. Et puis, il y a évidemment toute la stratégie de ce réseau de soins, vous voyez en dernière ligne, c'est-à-dire comment interagissent les médecins entre eux, les partenaires de la prise en charge, en fonction des différents lieux et des différentes populations. C'est cette description-là qui caractérise une filière de soins. Alors en épileptologie, on peut se servir pour organiser cette filière de soins sur ce qu'on appelle des recommandations, ou des guidelines en anglais, c'est-à-dire des experts qui ont statué sur la prise en charge d'une première crise, comment on arrête un traitement, à quel moment on parle de chirurgie. On a bien sûr des recommandations. Alors en France, il n'y en a pas énormément. Et je crois que s'il y a un travail à faire dans les 5 prochaines années, notamment au niveau de la Ligue française contre l'épilepsie, ce sera d'aller vers des recommandations un petit peu plus structurées sur lesquelles on peut s'appuyer. Aujourd'hui, les recommandations en français, c'est essentiellement des recommandations officielles. Vous savez qu'il y a des recommandations qui suivent une certaine procédure, HAS, etc. Ce sont essentiellement des recommandations sur la prise en charge de la première crise.
Mais si on prend les recommandations de première crise, il faut qu'un patient ayant fait une première crise voit dans le mois qui suit un neurologue. Je ne parle même pas de neurologue spécialisé en épilepsie, hein, évidemment, ou un neuropédiatre si on s'adresse aux enfants. Mais même ces recommandations, il faut qu'ils aient un EEG théoriquement dans les 48 heures. Vous verrez quelques données sur une enquête de la CNAM, on est même au niveau des premières crises très loin de pouvoir répondre à ces recommandations en France, pour plein de raisons que l'on essaie de résoudre. Donc ces interventions sont compliquées, sont multiples. Il n'y a pas véritablement de texte en France, il y en a en Grande-Bretagne par exemple, aux États-Unis ou en Allemagne, qui décrit les niveaux de soins et les filières de soins précisément en France. Donc on a travaillé avec un groupe de travail que je vous montrerai après sur l'écriture d'une description de ces filières de soins. Hein, parce que si vous voulez savoir à quel niveau on voit quel médecin, quelle structure, il faut que ça soit écrit quelque part et officiellement présenté comme tel, ce qui n'est pas le cas hein, pour l'instant. Alors, l'épileptologie en France, c'est quelques réflexions. Il y a pas mal d'inégalités régionales. Quand on regarde le nombre de neurologues par région, vous avez des régions où il y a très très peu de neurologues et encore moins de neurologues spécialisés en épileptologie. Hein, si plus on va vers des régions rurales, par exemple, en France, c'est très difficile de voir un neurologue rapidement. Vous allez me dire, à Marseille aussi, si vous voulez voir un spécialiste en épilepsie, c'est très long, je le sais aussi. Il y a le problème de l'EEG. Hein, l'EEG est un examen essentiel au diagnostic de l'épilepsie, puisque l'épilepsie c'est une maladie des rythmes du cerveau, et que la seule façon d'enregistrer les rythmes du cerveau, c'est d'enregistrer l'électroencéphalogramme. L'électroencéphalogramme est sous-coté, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent aux neurologues qui le font, il faut souvent du temps, donc il y a toute une action actuellement à la CNAM pour augmenter la valorisation du prix d'un EEG correct pour faire un diagnostic d'épilepsie. Ça paraît comme ça un peu trivial, mais si vous augmentez le prix de l'EEG, vous allez peut-être augmenter l'intérêt des neurologues en termes même de rentabilité de leur cabinet, de les pousser à se former dans le domaine et à être plus à même de suivre les patients épileptiques et les diagnostics. Les neurologues sont souvent mal formés en épileptologie. L'épileptologie est souvent le parent pauvre de la neurologie en termes de formation. On parle beaucoup de sclérose en plaques, de Parkinson, de maladies neurodégénératives. C'est aussi parce que dans les formations des neurologues, il y a peu de place à l'épileptologie. On se forme après son internat, au cours de son clinica, si on a la chance de passer en épileptologie, ce qui n'est pas obligatoire dans la formation des neurologues. Or, comme vous le savez, les épilepsies, ce sont quand même les maladies neurologiques chroniques les plus fréquentes en dehors de la migraine. Donc il y a un problème là aussi, il faut travailler avec le collège des enseignants de neurologie et il y a des actions qui sont menées. L'idée d'un plan national d'action auprès du ministère, c'est d'arriver à avoir des moyens spécifiques alloués à l'épileptologie. Si je prends un centre tertiaire comme la Timone, qui est un centre quand même très représentatif de ce qui est un centre très spécialisé en épileptologie, on n'a pas de ce qu'on appelle de MIG, de ressources en plus, pour avoir par exemple une infirmière en plus qui serait spécialisée en épileptologie, ou faire de l'éducation thérapeutique, ou avoir une psychologue, alors qu'on sait que c'est la maladie neurologique la plus fréquemment associée aux troubles psychiatriques de type dépression, anxiété. Donc là aussi, on essaie d'avoir des moyens. Et ce que je disais, évidemment, la description d'une filière de soins est essentielle, évidemment, quand on va voir les autorités de tutelle. Alors, il y a pas mal de besoins en épileptologie, ne serait-ce qu'au niveau des consultations. Alors, c'est une estimation qui avait été faite. Si on prend 650 000 patients épileptiques en France, il y aurait environ un sixième d'enfants de moins de 15 ans, je ne vais pas détailler les chiffres, mais on arrive à des besoins de consultation en France par an pour épilepsie de l'ordre de 450 000 consultations par an. Alors bien sûr, une épilepsie simple, bénigne, n'a pas besoin de consultation supérieure à une fois par an, mais dès lors qu'on va à des épilepsies plus complexes, on va devoir voir les patients tous les 3 mois minimum, tous les 6 mois, etc. Face à ce constat, en fait, on manque évidemment de professionnels de santé. Vous savez que le problème de la pénurie de médecins est particulièrement important pour les neurologues. Il n'y a que 2000 neurologues en France, par exemple. Très peu de neuropédiatres, 250.
Parmi ceux-là, vous voyez que seulement un quart suivent des patients épileptiques. Donc vous vous retrouvez avec des déficits de suivi très importants. Si vous avez qu'un quart, par exemple, des neurologues qui font de l'EEG, vous ne serez pas étonné qu'après une première crise d'épilepsie, il est très difficile, dans certains endroits, d'avoir un EEG. Et l'EEG est quand même essentiel au diagnostic de beaucoup de crises et de syndromes épileptiques. Alors, je ne peux pas vous révéler cette étude, on m'a demandé d'en garder pour l'instant les chiffres qui doivent être vérifiés statistiquement, etc., un peu pour l'instant secret, mais il y a une étude en cours de la CNAM sur le registre de médicaments notamment, et cette étude elle est assez intéressante. Il y a notamment une sous-étude sur les premières crises chez l'adulte. Et ce que l'on voit quand on suit les patients adultes qui ont fait une première crise pendant un an, on se rend compte que 30% des patients seulement ont vu un neurologue avant leur première crise, avant la mise en route d'un traitement pour une première crise d'épilepsie. À peu près un tiers. 2 tiers des patients ont un traitement mis en route sans avoir vu un neurologue. Alors je ne parle même pas d'épileptologue. Et finalement, quand on regarde ce qui se passe dans l'année qui suit, seulement la moitié, au mieux, auront finalement vu un neurologue dans l'année qui suit. Donc vous avez un problème de suivi, même la recommandation de la première crise, que je vous disais, elle est très difficile à respecter. Et finalement, seulement 20% globalement, dans l'année, soit qui précède la mise en route du traitement, soit qui suit le traitement, 20% seulement ont un EEG. Donc vous voyez que c'est très compliqué d'avoir un EEG en France à l'heure actuelle. 80% des patients après une première crise n'ont pas d'EEG. C'est comme si, pour les cardiologues, je me tourne vers François Latour, on traitait les troubles du rythme cardiaque sans faire de CG. Vous faites une syncope, le pouls est un peu irrégulier, vous donnez de la digoxine, etc. Alors, on a évidemment l'actualité qui nous rejoint, avec tous les problèmes, je ne vais pas m'étendre là-dessus, liés au valproate de sodium et ce qu'on a appelé le scandale des paquines. Vous savez que le valproate chez la femme enceinte expose à des risques de malformation du système nerveux central, mais aussi de troubles du développement ultérieur chez l'enfant. C'est un risque qui peut être évidemment minimalisé, relativement contrôlé, si on suit des recommandations. Mais ces recommandations, on le sait depuis très longtemps que c'est toxique. Si vous êtes suivi dans un service spécialisé, on ne va pas vous laisser faire une grossesse sous valproate sans vous prévenir, au moins, sans essayer d'arrêter ou tout au moins de diminuer l'exposition au valproate. En tout cas, on va suivre la patiente de très près avec des échographies morphométriques, etc. Si vous avez une filière déficitaire, ces recommandations de suivi ne peuvent pas être respectées. Si vous mettez 6 mois pour voir un neurologue, le neurologue n'est pas bien formé, etc. Voilà, c'est peut-être là une des possibilités de l'explication de ces problèmes de grossesse sous valproate. Donc je vais passer rapidement parce qu'on est un peu en retard. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il est indispensable pour répondre à ces problèmes d'essayer de mettre en route une structuration de la filière de soins, une revalorisation de l'EEG, une augmentation de la formation des neurologues, une meilleure information, etc. Tout ce qu'on fait, et puis en parallèle, les actions des associations de patients sont très importantes. Si dans les autres disciplines de la neurologie, il y a eu des moyens alloués, c'est aussi grâce à la pression des associations de malades. Les politiques, évidemment, sont très sensibles à cet aspect population. Vous savez, quand les médecins, on va voir les autorités de tutelle, ils nous reprochent souvent de défendre notre prêt, et dire oui, mais qu'en pensent les familles, en fait? Est-ce que vous avez des soutiens? Aujourd'hui, c'est vrai qu'en épileptologie, on pêche un peu sur ce côté-là. Les associations de malades sont assez divisées. Il y a des associations sclérose tubereuse Bourneville, Angelman, etc. Et finalement, on a du mal à se regrouper et à faire une pression suffisante auprès des autorités. Alors,
Pour répondre à ça, sur le plan, alors là cette fois-ci médical, hein, de la structuration, qui fait quoi, comment on prend en charge les patients avec une épilepsie, on a mis en route des groupes de travail au sein de la Ligue française contre l'épilepsie, un groupe de travail auprès de l'ACNAM, notamment pour la valorisation de l'EEG et pour les enquêtes épidémiologiques que l'on a fait actuellement sur ce que je vous ai dit, notamment sur les médicaments, comment c'est prescrit, quels sont les médicaments les plus prescrits. D'ailleurs, la dépakine reste le deuxième antiépileptique le plus prescrit, hein, par exemple en France, aujourd'hui. Donc vous voyez que ce groupe de travail est constitué essentiellement de neurologues adultes, mais il y a quelques neuropédiatres qui ont participé sur cet aspect. Alors, je ne vais pas détailler ça, mais simplement peut-être finir sur ce schéma, qui est un schéma résumant la prise en charge proposée actuellement, avec 3 niveaux essentiellement de prise en charge. Et à chaque niveau va être décrit des indications, comment c'est pris en charge, quels sont les acteurs. Par exemple, niveau 1, ça va être la prise en charge initiale, médecin généraliste, urgentiste. Le niveau 2, je trouve que c'est un peu flou, je sais pas si vous voyez bien. C'est flou, hein. C'est flou ? C'est pas visible. Ah oui, c'est embêtant. Ça. Non, parce que c'est pas flou. Hein, donc peu importe. Le niveau 1, c'est vraiment la prise en charge, urgence, première crise, etc. Niveau 2, c'est là qu'intervient normalement le spécialiste. 2A, c'est le neurologue qui peut faire un diagnostic d'épilepsie, une première prise en charge, par exemple le neurologue qui fait de l'EEG. Hein, vous voyez que déjà, il faut que les neurologues fassent de l'EEG pour faire le diagnostic, soient un peu spécialisés. 2B, c'est déjà des structures qui peuvent aller un petit peu plus loin dans le diagnostic, par exemple faire de l'EEG de sommeil, on a parfois besoin de faire du sommeil pour faire le diagnostic, ce sont des structures aussi qui peuvent mettre en route des premières actions d'éducation thérapeutique, hein. On pense à des centres par exemple hospitaliers généraux qui pourraient avoir un secteur un peu plus dédié à ça. Le niveau 3, ce sont les centres tertiaires. 3A, ce sont des centres qui vont faire la plupart des prises en charge d'épilepsie pharmacorésistante, de suivi de grossesse à risque, de vidéo-EEG si besoin, de premiers bilans préchirurgicaux, mais qui ne font pas de chirurgie d'épilepsie élaborée. C'est-à-dire que ce sont des centres où il n'y a pas d'exploration invasive, type SEEG, comme on peut faire à la Timone par exemple, ou à Lyon, etc. Pour exemple, Nice par exemple, c'est un centre 3A. Ils font de la vidéo-EEG, du bilan préchirurgical de base, etc. Mais ils ne font pas d'exploration invasive pour l'épilepsie. Et donc les centres tertiaires de niveau 3B, ce sont des centres qui ont toutes les autres missions, potentiellement. Hein. Par exemple, à la Timone, on accueille les urgences, on peut mettre en route, faire un EEG standard, mettre en route de traitement. Mais évidemment, s'il faut faire des explorations plus élaborées, à visée surtout préchirurgicale, c'est ce qui définit les 3B avec des chirurgiens entraînés. Alors il y a 3B qui peut être aussi du 3B avec de la neuropédiatrie, de la neurochirurgie pédiatrique, c'est pas tous les centres qui le font, mais voilà. Donc chaque niveau a un texte hein, qui décrit qui fait quoi, quelle est la recommandation pour qu'un neurochirurgien par exemple soit dans un centre 3B, il faut un certain entraînement, compétences, etc. Donc je ne montre pas le texte, hein, mais ce texte est actuellement remis au ministère de la Santé. Voilà, je crois qu'on est un peu en retard. Donc juste pour conclure, c'est une année aussi qui est importante, puisqu'on accueille cette année les 20e journées françaises de l'épilepsie. Et il y aura une journée des associations à CJFE, dont on vous tiendra évidemment au courant. Même si c'est un congrès évidemment avant tout dédié aux professionnels de la santé sur l'épilepsie. Voilà, merci. Si vous avez une ou deux questions, je pense qu'on peut... Sinon on passe au sujet suivant.